70% des bijoux sont stockés dans des coffres et ne sont pas portés. Pourtant, plusieurs milliards de nouveaux stocks de bijoux signés sont créés chaque année. Et si on partait à la chasse au trésor de ce bijou oublié avec Gaëlle de Dorlodo, fondatrice de We Precious, multi-entrepreneur qui nous prouvera qu'on peut passer du salariat à l'entrepreneuriat, au salariat et à l'entrepreneuriat. Feuille blanche. 40 nuances de Sista. Bonjour Gaëlle. Bonjour Solène. Gaëlle, si tu es avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'on a un super entrepreneur qui s'appelle Christophe de Bec de Lièvre qui a soufflé ton nom lors de son passage au micro de 40 nuances de Next. Et donc, on est ravis de t'avoir aujourd'hui à sa place, parce que je crois qu'il est assis exactement où tu es là, toi, pour cet épisode 40 nuances de Sista. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Alors, sous les tiroirs cachés, les matelas épais, dans les coffres sombres, ils somnolent sans fin, attendant patiemment de vivre leur seconde vie. J'ai nommé les bijoux. Tu as lancé We Precious, qui est donc une marketplace de joaillerie de seconde main. Tu as aussi travaillé dans le secteur du luxe, tu as beaucoup voyagé, on va en parler. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce projet ? Alors, c'est justement ces voyages qui m'ont inspirée, je crois, principalement. J'ai vécu 4 ans et demi au Japon et là-bas, le marché de la seconde main est très développé, mais très différemment en Europe ou aux États-Unis. C'est principalement un marché qui est retail, donc les Japonais, globalement, ne sont pas très, très forts en digital. Donc, c'est-à-dire que tu te rends en magasin ? Ouais. Donc, qui ressemble à autre chose que certaines friperies qu'on peut voir. Exactement, c'est ça. Donc, c'est des boutiques, mais de plus en plus spécialisées. Ils ont vraiment des chaînes dédiées à certains types de vêtements, ou de marques ou de produits. Donc, par exemple, tu as des chaînes avec que des sneakers, des chaînes avec que des produits Louis Vuitton ou des produits Suprême. Et puis, voilà, il y a aussi on va dire, un peu entrée de gamme, de mode, type Zara, ou du luxe. Et puis, ils ont même, par exemple, un mall en banlieue de Tokyo qui est entièrement dédié à l'horlogerie et la joaillerie. Ok. Donc, et comme là-bas, ils sont très... D'abord, ils entretiennent très bien leurs biens. Donc, quand ils le revendent, ils sont en bon état. En plus, ils sont des pros du nettoyage et un sens du service extraordinaire. Ce qui fait que l'expérience, elle est vraiment géniale. Et donc, moi, quand j'étais au Japon, j'avais déjà une appétence pour la seconde main à titre... C'était quand, cette période du Japon ? Donc, je suis arrivée en 2018. D'accord. Jusqu'en 2022. Et donc, j'ai un peu découvert ça, même si je savais, parce qu'ayant travaillé longtemps chez Louis Vuitton, je savais quand même, j'avais voyagé déjà avant au Japon et je savais que la seconde main, c'était important, mais c'est vrai que je n'avais pas réalisé la profondeur de l'offre. Et donc, comme j'adore chiner par ailleurs, et qu'on allait déjà dans les maisons d'enchères, etc., quand on était en France, avec mon mari et mes enfants, on a commencé un peu tous les week-ends à explorer tous les quartiers de la seconde main et les différentes boutiques. Et voilà, je pense que l'idée a mûri petit à petit. Et j'avais déjà envie de faire un projet en arrivant au Japon autour de l'économie circulaire, mais je ne savais pas trop ni quoi, ni comment. C'était plus une idée. Et là, je me suis dit, l'expérience, en fait, elle est vraiment canon. C'est pas du tout l'expérience des friperies qu'on avait à l'époque en Europe. Maintenant, c'est un peu mieux. Oui, ça a un peu changé. Mais voilà, à l'époque, c'était... Bon, en tout cas, moi, ça me donnait pas spécialement envie. Et c'est pas non plus les grosses plateformes digitales parce que... tout est sélectionné, en fait. Dans chaque chaîne, on va dire retail, il y a un type de produit particulier, une sélection d'un acheteur, en fait. Quelqu'un qui nettoie, certainement, remet en état, et puis présente très bien, dans un environnement qui est agréable, le produit. Et ça change tout, en fait, sur l'expérience. Et pourquoi avoir choisi le bijou, en particulier ? Alors, la joaillerie même plus. Oui, plus la exactement. joaillerie. Oui, surtout que c'est assez pointu comme c'est segment. C'est pas tout à fait la même chose. La joaillerie, joaillerie de marque. En plus, moi, ouais. Je me suis spécialisée. Mais alors, le bijou... D'abord, j'ai une appétence pour le produit. Quand j'étais chez Vuitton, je crois que j'ai fait tous les produits. J'ai fait la maroquinerie, les chaussures, du prêt-à-porter,
mais pas la joaillerie. Et quand j'étais rentrée, je me souviens qu'à l'entretien d'embauche, on avait parlé de ça. J'avais dit, ah oui, peut-être qu'un jour, j'aimerais aller dans la joaillerie aussi. En fait, ce qui m'avait plu déjà chez Louis Vuitton, mais ce qui me plaît dans la joaillerie, c'est le côté savoir-faire, création, joaillère. Moi, c'est vrai que j'ai une expérience assez longue dans le luxe, mais même si Louis Vuitton, c'est une marque de mode, c'est plutôt le côté savoir-faire qui m'a nourri et qui m'a séduit pendant 13 ans quand même. C'était ton premier job ? Non, c'était mon deuxième job. D'accord. Avant, j'ai été chez L'Oréal. Ok. Autre maison où on apprend beaucoup de choses. Voilà, exactement. Donc, pour cette raison, et puis aussi parce que c'est un segment qui est quand même moins exploré. Sur la montre, c'est un marché très mature de la seconde main. Donc, ça fait longtemps déjà qu'il y a de l'offre, ça fait longtemps qu'il y a du retail, et il y a déjà des plateformes très importantes, internationales, qui se sont imposées sur le marché, comme Chrono24. Et puis, il y en a plein d'autres. Sur la mode et la maroquinerie aussi, il y a beaucoup d'offres. Mais sur le bijou, il n'y avait pas grand-chose. Et puis, voilà, il commence à y avoir des propositions, mais vraiment de plateformes qui soient spécialisées sur le bijou, c'est assez limité et c'est assez français. Donc, je me suis dit qu'il y avait encore de la place pour faire quelque chose. Et en plus, comme les plateformes sont plutôt orientées B2C, on va dire, c'est-à-dire qu'elles mettent en relation des marchands professionnels et des particuliers. Moi, j'avais envie de faire quelque chose qui soit vraiment C2C pour permettre aux gens de faire circuler finalement leurs biens. Donc, si C2C, ça veut dire que par exemple, moi, j'ai un bracelet d'une certaine marque et je me dis, tiens, en fait, je le mets pas, j'aimerais le revendre pour potentiellement acheter autre chose. Il se passe quoi, en fait ? Je le mets directement, moi, sur la plateforme, tu le certifies, comment ça se passe ? Oui, alors justement, tu ne le mets pas toi directement sur la plateforme. C'est un peu l'idée de WePrecious. En fait, c'est pas comme Vinted. Non. Voilà. En fait, d'abord, tout passe par chez nous. En fait, nous, on prend. C'est plutôt le modèle dépôt-vente finalement. Ouais. Donc, parce que déjà, il faut certifier. Le bijou, c'est quand même particulier. Et puis même, prendre des photos, c'est compliqué. Et puis, ça prend du temps aussi. Donc, après avoir étudié un petit peu les différentes possibilités, on a choisi, côté vendeur, de vraiment faire un service clé en main où on s'occupe de tout. Donc, d'abord, on se met d'accord sur le prix. Donc, ça, c'est la première étape. Le prix qui est défini, j'imagine, en fonction de l'État, en fonction de... Oui. Alors, nous, on essaye de vraiment définir un prix du marché. D'accord. Parce que le problème aussi des plateformes généralistes, c'est que quand le vendeur fixe le prix, souvent, il a tendance à surestimer un petit peu le prix. Surtout pour des bijoux, parce qu'il se dit « Ah, mais je ne l'ai jamais porté. » Donc, sauf qu'en fait, les gens, ils viennent aussi quand même pour avoir une décote. Ouais. Donc, justement, il y a une cotation qui existe justement, non. Ok. Donc, pas vrai. Ça existe pour les voitures, mais pas pour les bijoux. Exactement. Ça existe pour les voitures, même pour les montres, c'est un peu plus normé quand même. Il y a une cote. Ouais. Mais pour le bijou, pas vraiment. Et d'ailleurs, les prix, il y a vraiment de tout. Donc, c'est pour ça que moi, je tiens vraiment à discuter du prix avec le vendeur. Et si le vendeur est un peu trop ambitieux, on va dire, je préfère pas prendre le bijou parce que je pense que d'abord, c'est pas faire pour les acheteurs. Ensuite, on va probablement pas le vendre. Donc, voilà. Donc, tu viens, on se met d'accord sur le prix. Si tu es d'accord et que je suis d'accord, on s'occupe de tout à partir de là. Si tu habites en province, par exemple, tu peux expédier le bijou. C'est nous qui nous occupons de la partie un peu logistique. On le reçoit, on le pré-expertise. Je suis associée avec une experte qui voit tous les bijoux. On le prend en photo de façon professionnelle et ça c'est aussi très important parce que d'abord on a envie de voir quand même les détails. Ouais. C'est un bijou de seconde main, on a quand même envie de voir les marquages, un peu peut-être les petits défauts s'il y en a. Donc voilà, on le rénove. Bon alors parfois c'est avant, parfois c'est après la photo, mais on le nettoie, etc. Et on le met en ligne. Et puis une fois qu'il est vendu, eh bien le vendeur est payé du prix du bijou moins la commission que WePrecious prend. Et c'est toi qui envoie aussi à celui qui a acheté le bijou. Et qui gère les retours éventuels et la négociation, etc. En termes de prix, est-ce qu'il y a un prix au-dessus duquel, quand on est sur des pièces potentiellement un peu rares, la personne qui achète peut venir voir le bijou en vrai ? Oui, alors c'est pas vraiment une question de prix, c'est plus une question de géographie. Ouais. Alors bon, c'est sûr que quand le produit est élevé, les gens en demandent plus à le voir. Mais c'est plutôt si les gens sont à Paris, nous, on est très contents de les rencontrer, de les faire essayer, surtout qu'on est quand même au début de l'aventure. Donc moi, j'aime bien voir les vendeurs, voir les acheteurs, leur poser des questions. Je trouve que c'est intéressant. À ce stade, on pourra peut-être pas le faire dans un an, mais en tout cas, l'essayage, je pense que c'est très important en joaillerie. Donc, l'expérience.
aussi. Bah, voilà, Ça fait et partie d'une puis- expérience globale. Oui, puis ça donne confiance en fait. Les gens, quand ils voient que derrière, c'est des vrais gens, Oui. derrière la plateforme, il y a quand même des humains, ça donne confiance. Ils sont quand même là pour acheter des produits assez chers. Donc, Comment tu as réussi à récupérer les premières pièces à proposer sur We Precious? Alors, j'ai appelé toutes mes copines. Non, j'ai fait beaucoup par réseau, c'est vrai. Ouais. J'ai commencé avec mes copines. Alors, la chance que j'ai, c'est que comme j'ai habité à Paris, à Tokyo, à Hong Kong, j'ai quand même un bon réseau. Plus, j'ai un bon réseau dans le luxe. Donc, voilà, c'est comme des gens qui sont un peu friands de ces produits-là. Donc, je les ai sollicités, d'abord pour me donner un peu leur avis, me faire du feedback, et puis aussi pour, s'ils avaient des bijoux à vendre, me les confier, et d'en parler à leur réseau aussi. Donc, au début, je pense que jusqu'en janvier, j'avais vraiment que des gens de mon cercle 1 ou 2 ou 3, enfin des amis d'amis, etc. Donc, plus ou moins inconnus. Et puis, depuis le début d'année, là, je commence vraiment à avoir des gens qui nous trouvent sur Google. Tu te dis, oh, ils nous ont trouvés. Ils me connaissent. Dans le bijou, il y a quelque chose qui peut être très sentimental, parce que ça peut être un bijou qu'on se transmet de génération en génération, ça peut être un bijou qu'on a eu à l'occasion d'une naissance ou plein d'occasions de la vie. C'est facile pour les premières personnes que tu as contactées, en fait, de dire bah oui, tiens, en effet, ça, je le mets pas. C'était à mon arrière-grand-mère, ça traîne là. Oui, bah, je vais le vendre. Je pense qu'il y a vraiment 2 catégories. C'était intéressant. Au début, j'ai interrogé. Avant de leur demander de me donner les bijoux, je leur ai posé la question quand même pour savoir déjà si... Parce que c'est vrai que je me disais, peut-être que les gens vont jamais vendre de bijoux. Même si... Et pourtant, il y a des boutiques à Paris Voilà. de revente de Oui, bijoux. en soi, c'est Donc, pas quelque chose de très nouveau. Hein. Le bijou, c'est quand même un produit d'héritage. Hein. Oui. Donc, je leur ai quand même posé la question et c'était hyper net. En fait, il y avait, on va dire peut-être, on va dire la moitié à peu près, même si je pense que c'était peut-être 45% de personnes qui avaient aucun problème à vendre des bijoux. Soit parce qu'elles se les étaient achetées elles-mêmes, Oui. soit parce que ça correspondait à une période de vie. C'est sûr que les bijoux qu'on met à 25 ans, bon, moi, mes copines, elles sont plutôt dans la cinquantaine, on va dire. C'est pas les mêmes bijoux qu'elles portent aujourd'hui. Voilà. Et puis celles qui disent jamais je ne vendrai mes bijoux, il faudrait que je sois ruinée pour les vendre. Là, donc tu non. sais que ça n'a pas été cliente. Voilà, donc elles, non. Peut-être des clientes, mais pas des, Oui, pas des vendeuses. pas des vendeuses, mais peut-être des clientes qui Ouais. peuvent être intéressées. Ouais. Alors, il y en a qui ont quand même mis après. Parce C'est qu'elles se vrai sont dit, finalement, c'est pas bête. J'ai retrouvé finalement celui-là. Je suis prête à m'en séparer. Mais il y a vraiment quand même 2 attitudes vis-à-vis du bijou. D'abord, il y a des gens qui ont reçu que des cadeaux. Donc, vendre un cadeau, c'est quand même pas très élégant, on va dire, même s'il y a des gens qui le font. Ou alors, quand on a beaucoup de cadeaux. Donc, on peut vraiment plus voir en peinture la personne qui t'a offert le cadeau. Ça arrive aussi. Ça doit arriver aussi, Un je ancien pense. annexe. Donc, il y a vraiment les deux catégories de personnes, tout comme pour l'achat. Je pense qu'il y a aussi des gens qui peuvent être gênés d'acheter de la seconde main pour un bijou, parce que c'est quand même assez personnel. Ouais. Même si je pensais qu'il y en aurait beaucoup, et alors là, c'est vraiment anecdotique pour le coup. Il y en a peu, mais il y en a. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est quoi l'histoire ?» Oui, ce que j'allais te demander, c'est parce qu'on dit souvent que un bijou, en effet, il a suivi soit des trajectoires joyeuses, soit quelquefois malheureusement tragiques. Tu as beaucoup de personnes qui disent, alors je ne sais pas si j'y crois ou pas, donc je ne vais pas prendre position, mais que les pierres retiennent une certaine énergie. Est-ce qu'on t'a déjà demandé, par exemple, oui, j'aime bien cette bague, mais est-ce qu'on peut être sûr qu'il n'y a pas de mauvaise énergie? Ouais, on m'a demandé une fois. Mais une seule fois. Une seule fois. Bah, je dis, non, bien sûr que non. Non, mais en vérité, d'abord, c'était pas le cas. Mais en plus, en fait, je pense que quand même dans la tête de la plupart des gens, l'idée de transmettre un bijou, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Ouais. On hérite quand même souvent d'un bijou et il a une histoire. Et elle est plus ou moins joyeuse. Enfin, de toute façon, la vie, c'est pas juste une histoire linéaire. Exactement. Voilà, donc il y a toujours plein de choses autour d'un bijou. De toute façon, ça t'accompagne toute une vie. Donc ta vie, elle est faite de plein d'événements. Donc je pense que globalement, les gens sont assez à l'aise avec ça. Ils se posent pas tellement la question. Surtout que nous, quand même, on les rénove, on les nettoie, on les remet en état neuf, on les repackage. Donc ça donne pas non plus l'impression d'être une antiquité qui tout d'un coup arrive par la poste. Quelles ont été les plus grosses difficultés finalement avec ce projet ? Alors, bon, je pense que globalement, pour les plateformes,
un gros sujet, c'est la logistique. Enfin, en tout cas, nous, comme tous les produits transitent par nous et entre les mains de notre experte et de notre atelier, il y a quand même une logistique. En plus, les bijoux, c'est quand même une activité réglementée. Les métaux précieux, on doit suivre, savoir où ils sont, savoir à qui ils appartiennent, parce que nous, on est juste dépositaires. Donc, la partie logistique, elle est quand même assez précise, assez minutieuse. Donc, il y a eu quand même pas mal de boulot au niveau du back-office pour mettre en place tout le process. Puis bon, il y a quand même surveiller que c'est pas une contrefaçon, que c'est pas du blanchissement d'argent. Enfin, il y a quand même pas mal de choses d'angoisse, on va dire, autour de parce que cette j'imagine que logistique. tous et toutes n'ont pas forcément le certificat d'authenticité quand ils te proposent un bijou à la vente. Non, alors déjà, ils l'ont pas tous. Et puis en plus, ils peuvent l'avoir et être quand même d'une origine douteuse. Oui, c'est possible aussi. Donc, bon, après, voilà, on fait pas mal de vérifications autour de tout ça. Donc, voilà, c'est-à-dire que mettre en place une technologie qui permet de gérer toutes ces subtilités, ça, c'était quand même un gros travail. Même si c'est pas difficile en soi, mais c'est minutieux et assez long et assez précis. Et puis, il n'y a évidemment pas d'outils qui existent sur le marché pour faire ça clé en main. Et sinon, la difficulté que j'ai ressentie au début, c'était plutôt de donner confiance. En fait, il y a quand même une histoire de confiance et ça, c'est pour ça qu'au début, j'ai beaucoup rappelé les vendeurs, rappelé les acheteurs, fait beaucoup pas de tech du tout, mais de relationnel, parce qu'en fait, les gens, ils sont rassurés de savoir qu'il y a quand même quelqu'un derrière. Une vraie personne derrière. Voilà. Et puis après, c'est vrai qu'une fois que j'ai eu quelques articles dans la presse, ça inspire un peu plus confiance déjà tout de suite. Donc le démarrage, en fait, voilà, il y a eu ça qui a permis d'amorcer. Et voilà. Et après, c'est sûr que la difficulté pour les plateformes, c'est toujours les deux communautés. Oui. Ceux qui veulent vendre et ceux qui veulent voilà. acheter. Donc, la rencontre des deux. Voilà. Donc la question, tout le monde me pose, c'est plus difficile d'avoir des vendeurs ou des acheteurs ? Bah, ça dépend des moments. Toujours un moment où ça va, les acheteurs, et puis un autre moment où c'est les vendeurs. Mais c'est un peu dur de faire grossir tout en même temps comme une mayonnaise, quoi. Est-ce qu'il y a une notion d'investissement, en fait, dans l'idée de... Parce que toi, tu proposes des pièces donc de joaillerie et de marque, donc qui sont signées. Certaines doivent être numérotées, j'imagine, également. Est-ce que pour certaines, c'est une forme d'investissement que d'acheter aujourd'hui telle ou telle pièce ? Mais en fait, c'est une super bonne question parce que c'est clairement un bon investissement, ça c'est sûr, parce que les prix... du neuf augmente chaque année. Et comme quand même le prix de l'occasion, il est quand même fixé en fonction du prix du neuf. Si toi, tu as acheté une bague Cartier, disons, il y a 10 ans, il est probable que le prix de la seconde main aujourd'hui, même avec la décote, soit assez proche du prix auquel tu l'as acheté, voire supérieur. Après, je pense qu'il y a moins une démarche d'investissement que dans la montre, par exemple. Alors la montre, c'est plutôt des hommes et... peut-être plutôt une démarche de collectionneur et du coup d'investissement. Pour la femme, il y a quand même plus une dimension plaisir. Pour le bijou en général. Je dis la femme parce que c'est vrai que c'est quand même principalement des femmes, mais il y a aussi des hommes. Mais ça pourrait tout à fait devenir un secteur où on investit. Enfin, en tout cas, moi, régulièrement, je mets des contenus là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment un bon investissement. L'or, il n'y a pas plus safe comme valeur. Et c'est vrai qu'on n'entend pas plus parler que ça, en tout cas, on ne communique pas plus sur cet investissement, je trouve. Non, mais pourtant, l'or, ça prend je sais pas, je crois que ça a pris 400% en 20 ans. Ah oui. Je ne sais quoi. Enfin, c'est même j'ai lu il n'y a pas longtemps, en 3 mois, 10%. Donc en fait, après, ça peut changer, mais c'est quand même plutôt une valeur sûre. Et il se trouve que la joaillerie de marque, donc c'est pour ça que moi aussi j'avais choisi ce créneau, cette niche. Voilà, cette niche. D'abord, c'est le secteur qui est le plus en demande. En plus, c'est le secteur dont les prix sont plus élevés, dont les prix augmentent et qui est en croissance par rapport à l'ensemble du marché. Donc c'est vrai que c'est pas un investissement très risqué. Et en plus, on peut en profiter, donc on peut le porter. C'est plus sympa qu'une action ou une obligation. C'est vrai. Je me posais une autre question. Je me disais, ces dernières années, alors si je vais faire un parallèle qui peut paraître assez trivial, mais ces dernières années, on a vu dans la mode, et bon, je vais parler de la mode pour enfants, des marques qui accélèrent sur la seconde main, c'est-à-dire qui reprennent leurs pièces, qui te font un chèque cadeau, en avoir, etc. C'est quand même aussi une captation de valeur pour eux. Aujourd'hui, comment se positionnent les grandes maisons sur ce sujet de la seconde main ? Alors, sur la mode, clairement, ils sont déjà en train de
d'y aller. Alors évidemment, ça commence plutôt par le luxe accessible, etc. Oui. Hein. Le pur luxe, ils ont plutôt des initiatives internes, mais c'est encore assez timide. En fait, ils veulent... Moi, j'étais chez Gucci il n'y a pas si longtemps au Japon. C'est clair que c'est un sujet chaud et que tout le monde se demande qu'est-ce qu'on fait sur ce sujet. Pas trop parce que ça leur prend des parts de marché, parce qu'en fait, ils ne sont pas trop dans cet état d'esprit-là, mais parce que on parle de développement durable, de valeur d'entreprise, d'impact. Exactement. Donc comment eux, en tant que marque, ils se positionnent là-dessus. Donc clairement, c'est sûr qu'ils y pensent tous. La joaillerie, c'est quand même un secteur qui est globalement toujours un petit peu en retard. Ils étaient un peu plus en retard sur le digital, sur le développement durable. Les marques sont un peu plus lentes en fait. C'est pas à la mode, c'est pas le même rythme. Donc, on est dans un savoir-faire artisanat qui est aussi pas le même, en tout cas qui pourrait justifier qu'on ne va pas aller vendre un bijou sur Internet, etc. Oui. Exactement. Donc, je ne sais pas exactement quel est leur état d'esprit. Je sais que c'est un sujet chez eux aussi, parce que moi, j'ai quand même quelques connaissances. Quelques indices à droite et à gauche. Non, mais bon, c'est vrai que entre les anciens de Vuitton, les gens que j'ai rencontrés dans ma carrière un peu longue, je discute souvent avec des gens qui sont assez experts. C'est sûr que c'est un sujet. Je pense que il y a des initiatives en fait sur le très 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 haut de gamme. Oui. Parce qu'en fait en joaillerie, il y a la haute joaillerie. Et là, c'est pratiquement des pièces sur mesure, presque. En tout cas, c'est des pièces qui sont produites à la demande et très très chères, au-dessus de 80 000 €, on va dire, ou même 50 000. Donc là-dessus, ils font... je pense que les marques rachètent pas mal de stock qui est vendu aux enchères pour les rénover, les revendre à des... Ou réutiliser des pierres éventuellement pour refaire. Ouais, je pense qu'il y a plus une logique... Enfin, là, c'est un peu... Je ne sais pas en détail, mais je pense que c'est plus une logique de remagnifier le produit et puis le revendre à des super bons clients avec toute l'histoire. D'accord. Mais en même temps, je pense que la partie récupération de pierres, ça c'est plus pour le tout venant. Ouais. Là, effectivement, ils vont pas vendre à la décote, mais ils vont récupérer les pierres, les matières et puis refaire des nouveaux bijoux. Ça, oui. Donc sur la seconde main, il se passe, en tout cas dans les faits, pas grand-chose, si ce n'est que sur les montres, par exemple, Richemont a racheté une plateforme. Watchfinder, donc ça les intéresse quand même. Oui, voilà. De réinternaliser cette notion-là. Voilà, donc c'est sûr que c'est pas un total hasard si je me suis mis que sur la joaillerie de marque, parce que je pense qu'il y a des ponts à faire avec les marques. Peut-être que là, c'est beaucoup trop tôt. Mais en tout cas, si pont il y a... Demain, tu seras là. Voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai pas mal travaillé sur le branding et l'offre et la partie vraiment expérience client. Et je vais continuer parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, mais pour pouvoir être vraiment un bon interlocuteur pour les marques. Parce que, en fait, la problématique des marques, c'est pas tant ils vont prendre des parts de marché, mais c'est plutôt j'ai mes produits qui sont sur une plateforme un peu low cost. Voilà, c'est les photos pas terribles. Est-ce que c'est des contrefaçons ou pas ? Il y a un peu le pire côtoie le meilleur, on va dire, sur certaines plateformes. Et donc, c'est plutôt une problématique d'image de marque. D'image de marque, et puis aussi de te dire, est-ce que c'est vendu sous une bague Cartier, mais est-ce vraiment une bague Cartier ? Ah oui, souvent ça n'en est pas une. Souvent ça n'en est pas une. Donc comment tu certifies en fait l'objet que tu es en train d'acheter sur une plateforme lambda ? Ah ben oui, voilà, c'est sûr. Malgré les réassurances, moi, avec mon experte à côté de moi, etc., je ne serais pas sereine d'acheter une pièce... Alors, enfin, ça dépend des plateformes, hein, mais oui, c'est pas... Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de faux. Quels sont tes enjeux aujourd'hui, tes défis avec Huile Précieuse ? Voilà, moi, je suis encore assez au début de l'aventure, donc il y a beaucoup d'enjeux et de défis, mais je pense que là, à cette étape-là, en tout cas, mon objectif, c'est de justement aller vraiment au bout de ce dont je te parlais à l'instant, vraiment du branding, d'une part, c'est-à-dire d'être... vraiment d'offrir vraiment un environnement de marque qui soit intéressant pour les bijoux et de raconter peut-être plus l'histoire avec d'être un peu plus fort sur l'environnement graphique et le ton et les choses qu'on dit. Et le narratif de chaque bijou ? Ben oui, mais c'est pas évident, mais oui, c'est un sujet. Mais le narratif déjà de la marque, mais aussi de chaque bijou. Et quand une personne te dit tiens, je t'amène telle bague, j'aimerais la vendre, généralement, il te raconte l'histoire ? Oui, j'ai souvent l'histoire. Assez naturellement ?
Oui, parce que en fait, il y a toujours un échange. D'abord, moi, en fait, aussi pour des soucis de vérification, je parle toujours avec le vendeur. Parce que bon, ceux que je connais, je les connais, mais ceux que je ne connais pas, je leur parle parce qu'en fait, on détecte quand même pas mal de choses quand on parle avec les gens. Et tu as déjà eu des fraudes ? Enfin, pas des fraudes, mais des tentatives de... c'est pas clair d'où vient cette... Oui. Enfin, je suis pas 100% sûre, mais j'ai un peu botté en touche sur quelques bijoux parce que je comprenais pas trop l'histoire. Donc je me suis dit, bon, allez, je vais pas prendre le risque. Et des contrefaçons aussi. Et ça, ton experte Oui. arrive les détecter. Oui, bah il y en a, tu vois tout de suite. Ouais. Même moi, je vois. Mais parfois, oui, ça doit aller jusqu'à l'experte pour... Et est-ce que tu as déjà eu des gens devant toi qui te disent mais en fait, c'est une contrefaçon, ils ne s'en doutent pas une seule seconde ou... Oui, ben ça m'est arrivé récemment et vraiment, je suis certaine que la vendeuse était honnête, en toute bonne foi. Ouais. C'était un héritage, en fait. Et alors après, on n'est jamais... Enfin, en tout cas, vraisemblablement, la bague n'était pas vraie. D'accord. Donc, et elle était confuse, la pauvre, mais c'est pas ça. Enfin, c'était pas sa faute. En fait, il y a beaucoup de vendeurs beaucoup de gens Ouais. qui pensent détenir des bijoux authentiques parce que c'était un cadeau, etc. Mais en fait, pas toujours. On leur a pas tout dit. Voilà, exactement. Une partie de l'histoire est partie. Et donc, c'est délicat. Oui, c'est très délicat, oui, Ouais. en effet. Donc, dans ce cas-là, tu n'acceptais bien évidemment pas la pièce. Non. Bah non. Bah non. Si tu vas pas C'est revendre un une peu- contrefaçon. Non. Vous avez un message. Alors Gaël, je vais te demander quel est ton moteur, puisque recréer une entreprise à près de 50 ans quand tu as démarré, c'est quand même une démarche courageuse. Quel est ton moteur dans la vie ? C'est donc une question de Christophe de Bec de Lièvre. Je l'ai bien reconnu. Tu l'as bien reconnu. Il a une voix qui se reconnaît. Ouais. C'est une bonne question, car parfois je me la pose aussi. Non, mais en fait, oui, en fait, la question, effectivement, elle se pose pas en termes d'âge, hein, en vérité. C'est plutôt l'histoire du moteur. Déjà, moi, c'est arrivé à un moment où j'étais un peu à une charnière, parce que je rentrais de l'étranger, donc je me suis dit, OK, donc maintenant, je fais quoi ? J'ai pas trop envisagé le salariat parce que voilà, c'était pas trop ce qui me motivait à ce moment-là. J'ai envisagé une reprise d'entreprise. Ça, c'était quelque chose que j'avais en tête depuis un moment. Dans un secteur en particulier ? J'avais plutôt envie de reprendre un savoir-faire. Alors, on est toujours un peu autour du luxe, hein, mais un savoir-faire en France et qui pourrait être développé ou pérennisé. Voilà, mais bon, c'est compliqué la reprise, donc je me suis un peu découragée face déjà les choix d'entreprise qu'il y a sur le marché et puis l'adéquation avec mes compétences, parce que je pense qu'il faut des bonnes compétences financières. Et puis l'entrepreneuriat, c'est un choix et un peu un non-choix, parce qu'en fait, j'avais cette idée qui avait germé pendant ces 4 ans du Japon. J'avais fait ma petite étude, donc à un moment, l'idée, elle est là, et puis chaque fois que tu en parles à quelqu'un, il dit « Ah, mais c'est une super idée !» Donc en fait, les gens t'encouragent, et puis à un moment, tu dis « Bon, c'est ça que j'ai envie de faire. » Déjà, c'est ça que j'ai envie de faire. Moi, c'est vrai que je fonctionne beaucoup à la motivation, en fait. Si je suis pas à fond, je suis soit à 0, soit à 100, quoi. Voilà, soit à 150. Donc là, j'étais à fond, et du coup... je me suis dit, mais il faudrait que je trouve une associée, tout ça. Je vais quand même en commencer, et puis je verrai. Et puis, finalement, j'y suis allée comme ça. Donc, je pense que le moteur, c'est plus... moi, j'ai un peu l'impression que c'est dans mes gènes, quoi, l'entrepreneuriat. Tu sais, c'est un peu... Ça s'impose à toi, quoi, je trouve. C'est pas vraiment réfléchi. Et effectivement, on oublie un petit peu que, en fait, on sait que c'était compliqué dans les mots. On peut dire, oui, l'entrepreneuriat, c'est des hauts, des bas, t'es seul. Mais on oublie un peu. Donc, quand on se relance, on se dit, ah oui, en fait, c'était comme ça. Oui, parce que je l'ai dit tout à l'heure en introduction, tu n'étais pas à ta première aventure entrepreneuriale. Et on le disait aussi, une carrière, c'est pas linéaire. Et tu as été salarié, puis tu as été entrepreneur, puis tu as été resalarié. Puis là, tu dis, oh non, j'ai pas envie de reprendre un job salarié. Je suis à un autre moment, j'ai envie d'être entrepreneur. Et je me disais que c'était aussi important pour les gens qui nous écoutent. C'est pas parce qu'à un moment, tu es entrepreneur que tu peux plus redevenir salarié et inversement. Oui, alors, effectivement, déjà, j'ai été salariée pendant 17 ans dans des grandes sociétés L'Oréal, LVMH, donc quand même bien structurées. Ensuite, j'ai monté Edoki, donc au départ, ça s'appelait Les 3 L avec mes 2 associés.
Ensuite, Edoki, donc c'était la même boîte. Ensuite, on s'est réassocié avec deux autres. Enfin, on a mergé avec un de nos concurrents amis. Et on est devenu Edoki Academy, donc on est devenu plus gros. Et ensuite, effectivement, quand je suis partie en Asie, eux, ils étaient au Canada et moi, j'étais en Asie. Donc, au début, j'ai travaillé un peu à distance, mais à l'époque, le télétravail, ça se faisait pas trop. Oui, c'était en 2018. C'était même en 2016. 2016, Ouais. ok. Donc, je l'ai fait un petit peu. Puis moi, j'ai quand même besoin d'être proche des gens. Je trouve que c'est difficile de travailler 100% à distance. Et donc j'ai décidé de reprendre un job localement. J'étais salariée, mais c'était quand même un peu entrepreneur parce que je gérais une franchise d'une marque française. Donc, on partait quand même un peu de zéro. Oui, tu avais quand même toute cette notion de monter un projet. Oui, ça restait quand même... et d'ailleurs, même chez Vuitton, déjà, j'étais un peu intrapreneur, comme on dit. La deuxième partie, j'étais quand même beaucoup sur des projets qui étaient nouveaux, qu'on démarrait de zéro. Moi, je pense que c'est un peu ça... la motivation et ce que j'arrive à faire assez bien, c'est de démarrer de zéro et puis d'arriver à imbriquer le puzzle, quoi. Mais j'ai quand même été salariée. Et après, au Japon, j'ai aussi... Alors, au Japon, j'ai eu 2 expériences. En fait, j'ai été salariée, mais en fait, c'était un peu freelance. Donc là aussi, et dans un cabinet de recrutement qui se montait. Donc là, c'était quand même aussi assez entrepreneur. Et j'ai travaillé 1 an chez Gucci. Mais là, c'était du pur salariat dans le corporate. Là, j'ai trouvé ça quand même un peu dur de revenir. Ce côté-là. Mais j'ai appris plein de choses. Hein, c'était génial. Mais c'était un peu plus dur de rentrer dans le cadre. Et c'est pour ça que finalement, quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, je pense que quand même là... je suis mieux à remonter un projet. Ouais, je me sentais pas trop de revenir dans un cadre très, très rigide. Donc, tu as monté Edoki en 2010, une EdTech, donc la première plateforme éducative qui démocratise la pédagogie Montessori. Vous étiez 3 associés, c'était donc une EdTech. 2010, la French Tech n'existe pas encore. On est un peu au balbutiement de cette Startup Nation dont on a entendu beaucoup plus parler après. Les différences entre entreprendre en 2010 et entreprendre en 2024 ? Alors, ça n'a rien à voir. Non, en fait, déjà, on a lancé en 2010 et c'était au moment où... Donc, c'était au départ des applications éducatives. Oui. Maintenant, c'est toute une plateforme et tout, mais l'iPad n'existait pas. Donc, on a lancé en même temps que l'iPad et l'iPhone, c'était, je sais pas, ça avait 2-3 ans, quoi. Donc, c'était quand même différent. Et très précurseur. Et très précurseur, mais du coup, le marché n'existait pas, donc on a un peu lancé au feeling, quoi. On s'est dit, allez. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller dans l'EdTech toutes les 3 ? Alors, moi, ça faisait quand même longtemps que je voulais monter une boîte et j'avais un projet qui n'avait rien à voir, mais qui était autour du Japon d'ailleurs, c'est marrant, mais bon, bref. Et elles avaient un projet éducatif parce que toutes les deux, elles avaient été éducatrices Montessori. Donc, il y en a une des deux qui était avec moi en école de commerce, qui avait été consultante et qui s'était reformée dans l'éducation. Et l'autre qui avait toujours été dans l'éducation. Et voilà, en se parlant de nos projets respectifs, je sais pas, il y a un pont qui s'est fait sur un bout de mon projet qui était pourtant différent et un bout de leur qui était aussi complètement autre chose. Et on s'est dit, mais c'est vrai que des contenus numériques, en fait, éducatifs, déjà c'est intéressant. Ensuite, Montessori, il faudrait démocratiser cette pédagogie parce qu'on avait toutes des enfants en bas âge et on se rendait compte que c'est pas facile pour tous les enfants. On avait chacune des enfants qui avaient des profils un peu différents, atypiques. Et du coup, on croyait vraiment que cette pédagogie, qui était beaucoup plus fondée sur le concret, elle pouvait changer des choses. Donc, comme en France, c'était pas très populaire, on va dire. 2010, non, c'était pas encore hyper à la mode. Ah non, c'était pas du tout à la mode. C'était même assez controversé, quoi, on va dire. C'était l'amalgame, l'enfant roi, voilà, c'était ça l'image que les gens avaient. Et donc, on a décidé de se lancer sur iPad après une rencontre avec un autre entrepreneur qui, lui, nous a aidés sur le développement de l'application. Et voilà. Et cette app, elle proposait des activités, d'une pédagogie aux parents pour les enfants, ça marchait comment ? C'est vraiment des contenus, donc c'est plutôt l'enfant qui... Alors, tout est guidé avec un tableau de bord pour les parents, pour suivre. Mais c'est vraiment des contenus où on manipule du matériel Montessori, mais de façon ludique avec l'écran. Donc voilà. Et effectivement, c'était différent parce que
je pense que Instagram, on n'avait pas de compte Instagram, par exemple. C'est pour dire la différence. Ouais. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est vraiment hyper différent. Et on était 3 femmes, donc c'était pas évident. Et donc, quand on a commencé à lever des fonds, on nous disait, c'est super, vous êtes des mompreneurs. Ah, ce terme horrible. Horrible. Donc voilà, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, c'est un peu plus. Ça a quand même évolué. Mais après, c'est plus complexe aussi. Parce que je trouve que purement dans les métiers de marketing, c'est plus du tout la même chose. Il y a vraiment. C'est beaucoup plus technique. Oui, qu'il y a 10 ans. Et alors, je me faisais une réflexion parce que récemment, j'ai reçu Tatiana Jamin qui raconte dans son livre qui est là et qui a dû le raconter au micro que pendant longtemps, avec son associée Lara, elle rajoutait un fake associé homme dans ses emails pour qu'on lui réponde. Et je me suis dit, Gaëlle qui s'écrit G-A-E-2-L et pas E-2-L-E, peut-être que ça vous a aidé quelquefois où les gens pensaient que tu étais un homme ou pas? Peut-être, en fait. Aujourd'hui, je reçois quand même beaucoup de mails depuis toujours. Bonjour monsieur, ça, c'est sûr. Donc maintenant j'ai ma photo en bas de l'email parce comme que ça pour tu que les vois gens que mais peut-être. J'avoue qu'à l'époque, non, j'ai pas senti. Non, je pense que non. Ce qui nous a aidés en fait, c'est qu'on a déjà on était parmi les premières. Ouais. On a vraiment bien chiadé le produit. On avait des superbes graphismes. Et on s'est fait remarquer par Apple et ça nous a aidé. Ça a aidé pour le lancement d'être parmi les premiers. Voilà, c'est ça. Ça aide. Tu l'as revendue, cette EdTech, en 2021 et je crois que j'ai un message pour toi. Vous avez un message. Bonjour Gaëlle. Avant de monter Oui Précieuse, tu es aussi la fondatrice de l'EdTech Edoki Academy, vendue en 2021 à Bayard. Peux-tu nous raconter les coulisses de cet exit? Pourquoi as-tu vendu? Comment s'est passé le rapprochement avec l'acheteur? En combien de temps ça s'est fait? Enfin, est-ce que si c'était à refaire, tu referais la même chose? Bref, je veux tout savoir. Merci beaucoup. C'était Maya Noël de France Digital qui te demande finalement de répondre en 5 minutes à l'épisode Cash Out. Alors, cette vente. Alors, bon, je dois avouer que moi j'étais en Asie, donc j'étais pas aux premières loges. Donc c'est plutôt mon associé Valérie qui était et mes 2 autres associés hommes, Manu et Sylvain, qui étaient Aux manettes. aux manettes. Mais j'ai quand même suivi parce que c'était super intéressant. Qui t'a appelé le premier Qui m'a appelé le premier? Ouais. Ah, en fait, moi c'est toujours Valérie parce que c'est mon associé historique, donc c'est toujours elle. Non, mais je me souviens, on s'est fait un call, on s'est retrouvés l'été et donc on a fait un call. En fait, on avait plusieurs possibilités. Vous cherchez à vendre à ce moment-là? On cherchait à vendre. D'accord. Donc Ouais. vous étiez en process on cherche Oui. un repreneur. Parce que déjà, ça faisait quand même 10 ans Oui. qu'on avait monté nous. On avait fait le merge en 2015, donc voilà, ça faisait 6 ans qu'on était ensemble. La boîte était rentable. Et 2021, bon, c'est vrai qu'avec le Covid, il y a eu quand même pas mal une accélération de l'éducation digitale. Oui. Donc c'était aussi un bon timing. Et donc c'est vraiment l'expertise de mes associés, Emmanuel Guyot, qui est le président d'Edoki. Oui, donc il a pris contact avec différents acteurs, mais c'est vrai qu'il y a des gens avec qui on avait toujours été en contact. Et il y avait plusieurs groupes, dont Bayard. Et c'est vrai que pour moi, c'est quand même une belle histoire, parce que les valeurs de Bayard, ça correspondait exactement à nos valeurs. On a eu des contacts avec des gens à l'international, en Chine ou autre, mais c'est pas tout à fait la même histoire. Donc c'était déjà quelque chose qui nous plaisait bien. Et donc, on a eu un call, on a discuté des différentes possibilités. Il y avait Elaya, en fait, au Capital. Donc, Samantha à Jérusalem aussi, je me souviens des calls avec elle. Il fallait qu'on décide, en fait, dans quelle direction on voulait aller. Dans un cas, ça ressemblait plutôt à un merge, on va dire. Et puis, dans un autre cas, c'était un rachat. Mais c'est vrai, avec une société qui était plus traditionnelle dans la presse écrite, avec des... Enfin, c'est une culture assez particulière, Bayard, qui est géniale, parce que c'est un groupe qui cherche à créer dans le temps long. En fait, c'est ça que moi, je trouve génial. Donc, c'était un univers complètement nouveau. Et donc, je crois que ça s'est fait au fit. Vraiment, il y a vraiment eu un fit avec l'équipe, un fit avec le président de Bayard. Et on s'est dit, on va aller dans... Ça a été long, les négos?
Non, pas si long que ça. Enfin, bon, l'été, voilà, on en parlait, c'était quand même déjà bien avancé, puisque on avait déjà une proposition, on va dire. Et puis, ça s'est fait en novembre, je crois. Mais donc relativement vite. Relativement vite. Mais vous étiez assez alignés, tu disais fit avec le repreneur, le président Bayard. Oui. Oui, enfin, vraiment, il y avait une forme d'évidence, je trouve, dans l'histoire. Parce que je pense qu'un an avant, on n'était pas vraiment sûr qu'on vendrait c'était pas non plus une... Enfin, comment dire, c'est pas une énorme start-up, hein, Edoki, donc ça aurait pu aussi continuer à vivre comme ça, c'était rentable, il y avait une équipe qui tournait bien, donc ça aurait pu continuer comme ça. Donc voilà, après à un moment donné, on s'est dit, bon, on explore cette piste, parce que c'était... on voulait aller au bout de l'histoire. Mais il y avait quand même... Enfin, je pense que pour nous 4, puisqu'on n'était plus 4 à ce moment-là, les valeurs, c'était quand même quelque chose d'important. Et d'ailleurs, ça se passe super bien. Les 3 autres sont toujours dans le groupe ? Ouais. Ah oui. Alors, ils sont toujours dans le groupe. Pour l'instant, on est encore au Capital. Au Capital. Oui, bien sûr. Ouais. Ok, d'accord, vous êtes toujours au Capital. Donc, et ils sont donc chez Edoki. Ok. Mais voilà, avec des responsabilités au sein du groupe Bayard. Il y a vraiment une confiance. Il y a vraiment une bonne entente, même si les cultures sont différentes. Donc, ça doit créer peut-être de temps en temps des petits décalages. Mais ouais, je pense que c'est quand même un groupe assez extraordinaire. Donc, si c'était à refaire, vous feriez le même choix ? Ah ben, les autres, je sais pas, mais moi, oui, je pense. Toi, ouais, je trouve que l'histoire, c'est canon. On monte quelque chose dans l'éducatif avec à cœur d'apporter des outils c'est des outils digitaux, donc en même temps, mais on a essayé de les concevoir de façon à faire quand même attention aux enfants et comment ils se construisent et aux parents. Et donc, d'aller dans un groupe comme Bayard où la famille, c'est quand même quelque chose d'important. C'est quand même un groupe qui est détenu par des religieux, hein, en partie. Donc, c'est quand même quelque chose de très particulier. Ouais, je trouve que c'est... nos enfants lisaient Pomme d'Api quand ils étaient petits, et puis ensuite... Leurs enfants auront Edoki. Voilà, c'est génial, non ? C'est génial. Ouais, c'est une belle histoire. Bouclée. Toute première fois, et toute première fois, et toute première fois, et toute première fois. On va parler de toutes tes premières fois de vie d'entrepreneur, donc pas forcément avec We Precious, mais aussi avec Edoki. Est-ce que tu te souviens de ton premier coup de culot ? Je pense que le premier coup de culot dont je me souviens très clairement, c'était justement avec Edoki. On avait monté le truc peut-être un an avant, et on se retrouve entre associés et on se dit, ok, là il faut qu'on trouve un contact chez Apple. On ouvre l'annuaire des anciens de notre école. Qui est chez Apple ? Ah bah tiens, un tel, ok, et on les contacte. Et puis en fait, on est tombé sur une personne extraordinaire qu'on connaissait un petit peu, mais qu'on n'avait quand même pas vu depuis un moment, et qui nous a introduit vraiment les bonnes personnes chez Apple, et ils nous ont fait faire toute une rencontre, toute une journée chez eux. Et après, c'est vrai que c'était beaucoup plus facile. Ouais, quand tu identifies... Ouais, donc ce petit coup de fil, il était vraiment productif. Ton premier renoncement ? Je dirais le départ à 10 000 km avec ma famille. Donc voilà, on vend l'appart, on enlève les enfants de l'école, on part à Hong Kong. Je m'éloigne de ma boîte, mes associés, mes copains. Donc là, ouais, non, c'était quand même un renoncement, même s'il y avait l'aventure au bout du chemin, mais quand même. Est-ce que vous êtes partis pour suivre ton mari qui était muté ou qui prenait un poste à Hong Kong ? Exactement. Donc, aventure familiale chouette, ça. Mais il faut renoncer à pas mal de choses sur place. Ouais, c'est ça. Donc, ta première déception ? Alors, on va parler de We Precious. Donc, première déception, je pense que c'est ma première cliente, parce que je m'étais mis comme objectif de vendre... Quand j'ai fait mon MVP, là, mon test, de vendre des bijoux du pas cher au très cher. Je me suis dit, pour prouver que ça marche, il faut que j'arrive à vendre un bijou à 10 000 €. Et donc, j'avais une dame qui était hyper intéressée. On s'est parlé, je sais pas, au moins 5-6 fois. Et finalement, un jour, elle m'a dit, je suis désolée, mais je l'ai acheté neuf. Je dis, oh non, bon, heureusement, un mois plus tard, je l'ai vendu à quelqu'un d'autre. Mais là, j'étais très... Et elle t'a dit pourquoi ?
Ben justement, c'était cette histoire de confiance. Elle avait un peu peur. C'était une dame un peu plus âgée Ouais. et elle avait un peu peur. Elle était aussi moins familiarisée à la seconde main aussi, peut-être. Ouais, certainement. Parce que ça doit jouer aussi le fait que aujourd'hui, c'est à peu près logique de se dire, tiens, je vais regarder d'abord en seconde main, ce qui était moins vrai même il y a 5 ans. Ah oui, c'est Donc, sûr que sur la génération au-dessus, c'est pas un réflexe. Et sur la génération d'après, ça sera encore plus un réflexe, Oui, j'imagine. certainement. Ton premier ego trip. Alors là, celui-là, je le vois bien, c'était chez Edoki aussi, toujours. En fait, je ne sais pas si on s'appelait déjà Edoki, mais peu importe. Apple nous a choisi notre application pour faire un affichage dans tout Paris. Ah ouais. Donc, on avait nos graphismes, là, notre page pour apprendre à compter, affichés dans le métro parisien et sur les sucettes de Co de tout Paris. Donc là, c'était quand même assez... Vous êtes pris en photo partout avec. Ah bah, grave. On a fait Amélie Poulain. Ton premier salaire en tant qu'entrepreneur. Ah, en tant qu'entrepreneur. Ah oui, non, là, celui-là, il a tardé traîné. un peu plus. Ouais. Non, c'était chez Edoki. Oui, ça a mis quelques années, mais non, en fait, c'était pas si long que ça. Je m'en souviens. Bon, il n'était pas très élevé, par contre. Hein. Mais, je sais pas, peut-être au bout de... Ouais, c'était peut-être quand même au bout de 3 ans, mais... Ouais. Vous pouviez vous payer toutes les 3. Ouais. Et ta dernière nuit blanche? Alors moi, la nuit blanche en général, enfin les nuits blanches dont je me souviens, tu vois, c'est lié souvent quand même à la boîte, notamment quand tu commences à avoir des salariés. De temps en temps, je me dis, c'était surtout chez Edoki, mais je me souviens la première fois qu'on a salarié quelqu'un, je me suis dit, oh là, mais la vie de quelqu'un est entre mes mains, si je peux plus le payer, si j'ai plus la trésor. Oui, la responsabilité n'est pas la même Ouais. à partir de ce moment-là, c'est vrai. Ouais. Et toi, t'as bien la visibilité sur ce qui va se passer, là où tu vas et à quel moment tu vas peut-être être en difficulté ou pas. Mais eux, ils sont complètement naïfs, entre guillemets, par rapport à ça, parce qu'ils n'ont pas du tout la visibilité sur la trésorerie de la boîte. Sur la trésorerie qui est le nerf de la guerre. Ouais, donc je trouve qu'il y a un petit côté où tu peux pas être complètement transparent parce que tu veux pas stresser les gens, mais en même temps, toi-même, tu prends tout le stress. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais au Japon 2018-2022. Donc, tu as passé le Covid au Japon. Ça s'est passé comment là-bas? Alors, à la fois, je pense que c'était quand même moins violent qu'ici. C'est-à-dire que on avait consigne effectivement de rester. Le premier confinement, on avait consigne de rester chez nous. Donc, les sociétés ont décidé de renvoyer leurs salariés. Moi, j'étais chez Gucci. Les grands magasins ont fermé, enfin bref, c'était mais on n'avait pas interdiction de sortir. Donc évidemment les Japonais, eux, ils sortaient pas. C'est pour ça qu'ils n'ont pas interdiction, ça sert à rien. Mais nous, on pouvait quand même aller faire un petit tour en vélo. C'était peut-être un peu moins oppressant. Ouais. Par contre, ce qui était un peu horrible, c'est que les frontières du pays ont fermé tout de suite. Et nous, comme on n'était pas japonais, on était résidents mais pas japonais, on pouvait sortir mais on pouvait plus rentrer si on sortait. Donc en fait, on ne pouvait plus sortir ou alors vous pas rentrer chez définitivement parce que ça n'a rouvert qu'en octobre 2022. Donc vous n'êtes pas rentré dans vos familles pendant tout ce temps-là? Donc à un moment donné, donc il y a eu quand même gros lobby parmi les Français parce que les gens ont dit avant déjà. Donc le premier été, on est resté là-bas. Normalement, on rentrait quand même tous les étés. Moi, j'avais l'impression qu'on m'a volé 1 an de ma vie. Tu sais quoi, je vais pas avoir un été en Méditerranée. Non, c'est pas possible. Finalement, on s'est fait un voyage canon au Japon. Et la deuxième année, ils ont rouvert, enfin, ils ont accepté que les résidents reviennent, mais alors, c'était vrai que c'était dans des conditions avec hôtel à l'arrivée. Oui, ce que j'allais dire, hôtel à l'arrivée, en quarantaine pendant... Ouais. Alors, c'était pas trop long. Au moment, ça dépendait des moments, mais au moment où on l'a fait, c'était 3 jours, donc ah oui, ça allait. Ouais, ça allait. Enfin, on avait l'impression de partir. On arrive à l'aéroport, ils nous mettent dans des bus complètement recouverts de plastique, on attend 5 heures à l'aéroport, fallait faire 150 formulaires, parce que ça, le Japon, ils adorent les formulaires. Bon, mais c'est une expérience. Et vous êtes revenu, tout ça a été presque fini, ou en tout cas on en parlait moins. Oui, mais là-bas c'était encore assez, c'est resté longtemps, le masque à l'école. D'ordinaire en Asie, ils portent déjà plus facilement le masque qu'ici. Oui. Et j'imagine ça a continué après. Ils l'ont poursuivi après. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ?
Bon, on a déjà un peu parlé de ton parcours parce que finalement, ton histoire entrepreneuriale avec We Precious, elle est directement inspirée de tout ce que tu as fait auparavant et on ne peut pas dissocier les deux. Tout à l'heure, tu me disais, je pense que j'étais foncièrement toujours entrepreneur, j'ai été intrapreneur et l'entrepreneuriat était toujours en moi. Est-ce que tu te souviens à quoi, toi, tu rêvais, petite fille ? Alors, je me souviens que je voulais être juge d'enfant. Je sais pas pourquoi. Juge d'enfant. Ouais, donc ça n'a rien à voir. Non, mais c'est vrai que j'ai toujours un problème un peu avec l'injustice, côté un peu revendicateur, on va dire. Mais je sais pas exactement quelles étaient mes motivations, mais finalement, j'ai fait du marketing. Donc ça n'a rien à voir. Et par contre, je me souviens que dans mes premiers entretiens, je disais, comme il vous pose la question bateau, tu te vois où dans 10 ans ? Je disais toujours, mais un jour, je monterai une boîte. Ça, tu l'avais en ligne de mire. Ouais. T'avais des exemples autour de toi ? Pas vraiment, en fait. Je sais pas, c'était plus un concept. Hein. C'était pas si concret que ça. Parce qu'en plus, t'as quelques petites années de plus que moi, mais en plus, c'était pas comme aujourd'hui où il y avait des dominantes entrepreneuriales dans tous les sens. Ça restait quand même... Non. C'était beaucoup moins médiatisé aussi. Ouais, non, c'était plutôt L'Oréal ou KPMG, quoi. C'était audit ou marketing. C'était ça. Non, mais t'avais pas dans ta famille de gens qui avaient entrepris et qui étaient un peu des exemples pour toi ? Alors, quand même, mon père, il n'était pas salarié, hein, il était agriculteur, mais par choix, vraiment. Enfin, c'était pas une famille d'agriculteurs au départ, donc lui, c'était sa passion. Donc, c'est quand même une forme d'entrepreneuriat. Complètement. Et ensuite, quand il a décidé d'arrêter, parce que quand même, c'était pas très lucratif et pas facile, il s'est reformé, il est devenu... il est parti dans l'informatique, donc lui, il était déjà assez geek. Après, il a fait plein de choses et je pense que ça, c'est quand même une inspiration, ou en tout cas un héritage, de se dire, mais en fait, on peut repartir de zéro. On n'est pas obligé de rester dans un même immobile. Métier toute sa vie. Voilà. Et donc, lui, il a fait l'inverse, en fait. Après, il est parti vers le salariat. Ouais. Mais je pense que ça, c'est quand même un exemple. Mais sinon, non, tu vois, j'ai pas vraiment d'exemple. Mais tu savais au fond de toi que c'est ce dont tu avais envie. Ouais, c'est vraiment quelque chose, une idée, quoi, qui était là. Et est-ce qu'il y a des rencontres dans ta vie qui ont marqué ta vie de femme et finalement qui ont fait que tu es aujourd'hui Gaëlle telle que tu es ? Il y en a plein, surtout à 50 ans, il commence à y en avoir pas mal. Non, mais il y en a eu plein. Il y a eu des rencontres pro, bien sûr. Ton premier patron, moi, je sais que mon premier patron chez L'Oréal, c'était vraiment quelqu'un d'hyper inspirant, qui a été après patron d'Unibail Rodamco. Après, chez Louis Vuitton, plein de gens aussi hyper inspirants. Et puis, j'ai une copine qui était un peu mon mentor. En fait, elle était avocate de formation, mais ensuite, elle était dans un fonds d'investissement, d'abord chez Euraseo, après chez Janina Capital. Et c'est vrai que les premiers business plans, c'est elle. Je l'ai appelée, je lui ai dit, tu veux pas les lire et tout, tu veux pas me dire. Donc, c'était ma coach, quoi. Et voilà, et tous mes premiers BP, elle les a lus. Je pense que, en plus, comme c'était quelqu'un de très positif, quelqu'un qui dit mais pourquoi tu te poses toutes ces questions, vas-y, mais pourquoi tu veux t'associer, tu peux le faire toute seule, t'as pas besoin. Voilà, quelqu'un qui te pousse. Donc oui, je pense que j'ai beaucoup appris, en particulier de cette personne. Ouais. Et t'as eu l'occasion, alors aussi t'as pas mal bougé, voyagé, mais d'avoir ce give back et de toi aussi pouvoir mentorer des jeunes entrepreneurs ou des gens qui sont venus te voir, peut-être des anciens de ton école, des alumni qui ont aussi pris l'annuaire et qui t'ont appelé à un moment donné. Oui, alors en fait, au Japon, comme j'étais dans le recrutement, il y avait beaucoup de gens spontanément qui venaient me voir, des Français qui arrivaient et qui, du coup, on dit appelle Gaëlle, elle est dans le recrutement. Donc, comme je faisais du recrutement dans le luxe, et du coup, je prenais toujours le temps de les voir pour les aider, parce que c'est vrai, quand tu arrives au Japon et que tu parles pas la langue, pour trouver un job, c'est quand même très compliqué pour les conjoints. Vraiment très, 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 très compliqué. Donc, ça, j'aimais bien faire ça. Et du coup, là, je l'ai pas fait si souvent, mais là, j'ai pris la fille d'une copine qui se lance avec sa première boîte, donc elle a 24 ans. Et j'adore. Je trouve ça passionnant, en fait, de faire ça. Donc, j'aimerais bien le faire plus, en fait. Je pense que c'est quelque chose que je vais développer dans le futur. Si tu avais aujourd'hui 2 heures de plus par jour, qu'est-ce que tu ferais ? Tellement de trucs. Déjà, peut-être un peu plus de sport, même si j'en fais, parce que c'est hyper important dans mon équilibre. Mais parfois, c'est vrai qu'il y a des semaines où on manque vraiment de temps. Donc déjà, un peu plus de temps de famille.
Bon, mes enfants sont plus grands, donc il y a aussi un peu la perspective de... D'abord, ils ont leur vie. Et donc, même si je fais vraiment attention à vraiment privilégier du temps avec eux, enfin du temps de famille, quoi. En tout cas d'être dispo, j'ai quand même toujours un peu la frustration de... Enfin, surtout de ne pas avoir la dispo mentale, par manque de temps. Donc, je pense que ce serait essentiellement ça. Mais après, peut-être faire plus de posts LinkedIn, faire plus de com perso ou des choses comme ça, parce que on manque de temps. On manque de temps et on est vite dépassé. Qu'est-ce que tu as eu envie de leur transmettre à tes enfants, justement, de ce que tu as pu apprendre au cours de ta vie? À ton avis, ils retiennent quoi là? Si je les interviewais, je me disais, qu'est-ce qu'elle vous a transmis, votre maman? Ils me diraient quoi? Je pense qu'il y a quelque chose... D'ailleurs, c'est mon mari qui me l'avait dit au départ, Seb. Quelque chose d'hyper important, surtout les filles, c'est vraiment qu'il faut avoir son indépendance, en fait. Il faut vraiment toujours... de temps en temps, il y a un petit truc qui sort. Ma fille jeune, là, parce elle a pas mal d'humour, donc elle dit des petits trucs genre « Oh, je me trouverais un mari riche ». Je lui dis « Mais jamais de la vie. Toi, t'es indépendante, t'as ton job. Si tu veux être riche, c'est toi, quoi, tu vois ». Mais donc, je pense que c'est vraiment ça, d'avoir quand même sa vie. On peut être en famille, on peut être en couple, mais à la fin, avoir son indépendance, c'est hyper important. Surtout, plus la vie avance, plus, en tout cas, je trouve que ça veut dire qu'aussi, on a le choix. Donc, si on est là, c'est qu'on est là où on veut. Alors que quand on n'a pas le choix, parce que financièrement, on n'est pas indépendant, parfois on subit, et là, ça crée des tensions dans le couple, en famille, professionnellement. Donc, je pense que ça, c'est hyper important. C'est plutôt, évidemment, le message que j'ai passé aux filles. Et puis, bien sûr, quand même, le sujet de l'égalité hommes-femmes, les filles, les garçons, tout le monde participe. Et même si chacun reproche de chouchouter plus l'un que l'autre, ils comptent les points entre eux. Ça, c'est clair, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas que les filles qui mettent le couvert. C'est important, important. La future compagne de ton fils te remerciera. J'espère. C'est pas sûr, mais bon, c'est pas grave. Comment, alors tu disais tout à l'heure, le sport, c'est hyper important, mon équilibre. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont nécessaires pour te ressourcer et t'inspirer? Oui, plein de choses. Moi, honnêtement, le week-end, je décroche vraiment. Ça m'arrive de travailler, mais je veux dire, je privilégie quand même les activités perso. Donc, le sport, parce que c'est important. Faire des expos, enfin voilà, aller découvrir de l'art ou me balader en ville. Enfin, on est dans une nouvelle ville, donc on aime bien explorer. Donc, parce qu'actuellement, tu vis à Barcelone. Oui. Tu es rentrée de Tokyo, mais tu vis à Barcelone. Oui. Et tu es venue aujourd'hui à Paris. Pas que nous voir, mais aussi nous voir. Aussi vous voir. Et puis lire. Même si c'est un tout petit peu. Quand je me couche le soir, je lis un peu. Je trouve que c'est quand même une évasion. Puis ça permet de décrocher des écrans. Des écrans, exactement. Et comment justement tu as géré cette profusion d'écrans au même moment que tes enfants grandissaient? Parce que moi, les miennes, elles sont presque nées avec les écrans, même si on essaie de les supprimer. Comment t'as géré ça? Les réseaux sociaux, etc. Oui, on gère un peu comme on peut, je crois. Ouais. Une petite mouche. C'est la jungle de derrière. Ouais. Non, alors en plus, moi, j'avais des iPads partout parce qu'on faisait des tests en permanence. Donc, c'était... Et puis en plus, je leur disais, vas-y, fais-le, je te filme pour les réseaux, là, pour faire un petit film et tout ça. Donc, franchement, je pense qu'on est plein de bonnes intentions et de principes. Et c'est très bien, on fait ce qu'on peut, mais c'est vrai qu'il y a un moment, quand ils grandissent, on est quand même un peu obligé de lâcher, donc on gère plus ou moins bien. Moi, je pense que parfois, on a bien géré, parfois pas du tout. Malgré tout, à 15 ans, à 17 ans, mon fils, il est super geek, il veut faire une école d'ingénieur informatique et son activité principale, c'est quand même les jeux vidéo. Donc, ça peut paraître un peu triste, mais en fait, non, il a plein d'autres choses aussi dans sa vie, donc il n'a pas que ça. Et c'est une passion comme une autre. C'est un gamer. Mes filles, elles sont tout le temps en train de chatter avec leurs copines. Et puis, quand même, TikTok, on a beau dire, voilà, c'est dans leur vie, quoi. Donc après, je pense que ce qu'on essaye de faire, c'est déjà de les faire réfléchir à ça. Et de les faire prendre du recul. Parfois, je leur dis, mais le contenu, là, sur TikTok, tu trouves ça bien? Non, non, c'est complètement nul, maman. Mais bon, si on ne suit pas les dernières trends, on est complètement has-been. Donc, il faut leur apprendre à aussi avoir un peu le recul, d'être critique par rapport au contenu.
et puis de voir ce qui est la vraie vie, et puis ce qui est derrière les réseaux sociaux. Parce De que pas s'enfermer dans une bulle. ouais, c'est un peu les paillettes, on a l'impression que tout le monde est beau, mais en fait, pas tant que ça. Donc je pense que c'est plus leur apprendre à faire le tri. Mais bon, l'avenir dira si on s'est bien débrouillé ou pas. À faire le tri. Ouais. Si demain, Gaëlle, tu devenais présidente de la République, quelle première mesure tu prendrais ? Alors déjà, ce serait génial, même si c'est peu probable. Je pense que... Alors, j'ai pas mal de sujets qui me tiennent à cœur, comme l'éducation, le développement durable, mais je pense quand même que le sujet que je traiterai en premier, qui est un peu le sujet malheureusement bateau, c'est quand même le sujet de l'égalité homme-femme, notamment dans la gestion des tâches familiales, et du coup... de passer le congé paternité obligatoire avec la même durée que le congé maternité. Parce que je pense que ça démarre là. Et en fait, ma fille, l'aînée, qui a maintenant 19 ans, elle m'avait dit, il y a 3-4 ans, même moi, maman, je ne sais pas si je voudrais avoir d'enfant parce que j'aimerais bien faire une carrière. Je me dis, alors ok, donc en fait, si elle veut faire carrière, il faut qu'elle choisisse. Soit j'ai pas d'enfant, soit je fais ma carrière. En fait, je trouve ça hyper triste. Une génération après, nous, c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça assez pénible. La vie parisienne, avec les enfants en bas âge, le boulot, t'es en retard, t'es à la bourre tout le temps. Enfin, c'est dur. Mais donc, une génération plus tard, elle a le même ressenti. Je trouve qu'on n'a pas avancé, finalement. Donc, je pense que ça commence quand même à ce moment-là, au moment de l'arrivée des enfants. Enfin, d'ailleurs, toutes les études le disent, mais au moment de l'arrivée des enfants dans le foyer, si on crée cette... différence entre les pères et les mères, qui sont quand même pourtant parents à 50% chacun de l'enfant, de ne pas prendre le même temps avec l'enfant en bas âge, je pense qu'après, c'est difficile de rattraper. De rattraper le retard. Voilà. 2 questions viennent. La première, c'est qu'est-ce que tu as répondu à ta fille quand elle t'a dit ça ? En fait, ce qui m'a le plus gênée, c'est pas le fait qu'elle veuille pas avoir d'enfant, parce qu'après tout, je peux sûr. comprendre tout à fait. Je peux comprendre. Après 3. Non, mais c'est du boulot, c'est des responsabilités, mais... Non, c'est plutôt qu'elle le lie au fait de je pourrais pas avoir de carrière. De se dire, je dois faire le choix. Et par ailleurs, j'ai essayé de lui expliquer, si tu veux pas avoir d'enfant, c'est très bien, mais fais-le pour une bonne raison, parce qu'en fait, c'est quand même ta vie, et puis en fait, c'est quand même possible. Et puis, il n'y a pas une carrière, il y a plein de façons de vivre sa carrière, et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui, vers 35-40 ans, décident de se réorienter professionnellement pour faire autre chose, et qui peut leur permettre d'avoir plus de flexibilité, et c'est bien aussi. Donc, Et dans les pays que tu as habités, dans tes différentes expériences, est-ce que tu as vu justement des choses qui étaient plutôt pas mal faites ou pas mal pensées pour rééquilibrer cette égalité homme-femme ? Alors, pas au Japon, ça c'est sûr. Mais en Espagne, en fait, je crois que le congé paternité est à vraiment le même temps que pour les femmes. Donc, c'est pas un pays spécialement... il y a quand même, c'est assez traditionnel, l'Espagne, quand même. Donc, mais ils sont assez en avance sur tous ces sujets. Ils sont en avance sur pas mal de trucs. Et puis, voilà, l'exemple des pays scandinaves. Voilà, parce qu'en fait, je trouve que... Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est... en fait, ce qu'a dit ma fille, ok, je n'aurai pas d'enfant parce que je veux faire une carrière. Donc, on voit qu'il y a quand même une dénatalité assez forte en Europe, aussi en France, même si c'est moins flagrant pour l'instant. Et donc, cette dénatalité, il y a un moment où ça va devenir un problème. Donc, ça ne me paraît pas invraisemblable que dans 15 ans, avec la montée des extrêmes partout en Europe, on se retrouve à, nous les femmes, enfin en tout cas les femmes jeunes, devoir payer un peu le prix de cette dénatalité. Et s'il faut relancer la natalité, que sous couvert de motifs religieux, on nous dise, finalement, comme en Pologne, l'IVG, finalement, ça va être que pour si vraiment tu es en détresse, ou la contraception, c'est pas grave. Donc, moi, j'ai peur de ça. Enfin, ça me paraît pas si impossible. Oui, ce retour en arrière n'est pas impossible. Même si c'est le scénario un peu dramatique, mais voilà. Donc, je pense que faut trouver l'équilibre. Waouh! La claque, on avait pensé cette rubrique lorsqu'on a lancé ce format pendant le confinement, parce que le Covid avait été une claque, pour pas mal de monde. Quelle claque, toi, tu as envie de nous partager ? Alors,
J'avais plutôt envie d'être sur une claque positive. Parce que Mais ça, c'est bien aussi. Des claques négatives, on en a tous, hein, donc il y en a, voilà. Surtout au moment où on enregistre ce podcast. Voilà, exactement. Non, en fait, c'est une claque positive, mais enfin voilà, grosse remise en cause. En fait, justement, quand tu te retrouves à l'étranger, tout d'un coup, pas forcément au moment où tu arrives, mais au début, tu arrives, tu as l'impression d'être en vacances, mais voilà, tu as tout laissé à 10 000 kilomètres. Et au bout de 6 mois, tu te dis un peu, OK, qu'est-ce que je fais là? Enfin voilà, tu es l'étranger, c'est toi l'étranger. Ouais. Et ben, ça donne une autre perspective sur plein de sujets de société et d'actualité. C'est toi l'étranger et ben, tu es sorti complètement de ta zone de confort et tu dois vraiment faire la démarche de contacter des gens, d'inviter des gens que tu connais pas, de faire signe, de créer des relations. Enfin, ça prend du temps et beaucoup d'énergie. Mais finalement, il y a quand même un moment, moi je me souviens le premier été où je suis rentrée après être partie à Hong Kong, mes copines me demandaient alors... Je dis, écoute, en fait, j'ai l'impression d'avoir doublé mon cercle d'amis et mon cercle social en 6 mois, quoi. J'ai 40 ans, 41 ans, et j'ai doublé mon cercle. Et en fait, je me dis, c'est génial, en fait. Ça te déstabilise complètement. Ça t'oblige à vraiment aller chercher des nouveaux amis, des nouvelles relations professionnelles, à changer de vie. Mais à la fin, c'est quand même assez positif. Du coup, j'ai recommencé après. T'as renouvelé l'expérience. Voilà. Et c'était plutôt entre Français expats ou plus largement, ça pouvait être entre Européens, parce que vous étiez en Asie? Bon, c'est quand même assez français. Ouais. Après, parce que t'as quand même besoin de mixtes. retrouver des points qui te rappellent la France, en fait. Oui, Non. je crois que, pour moi, c'est hyper important d'avoir des bons amis, des amis assez intimes. Et ça, évidemment, le jour 1, tu n'en as pas, Non. a priori. Sauf si tu retrouves des gens que tu connais déjà. Mais donc, je trouve que c'est quand même plus facile de le faire avec des Français. L'humour, la culture musicale, la culture politique. Voilà, donc les sujets d'actualité, c'est les mêmes. Donc ça va, c'est un peu la facilité. En plus, tu essayes d'activer quand même ton réseau professionnel. Donc moi, je me suis rendu compte, ce dont je me rendais pas du tout compte en France, les anciens de L'Oréal, les anciens de mon école, les anciens de LVMH, en fait, ils avaient tous des super postes. Donc voilà, tu décroches ton téléphone, tu reprends contact. Donc quand même, alors après, oui, il y a aussi des Italiens, des Espagnols, parce que dans le luxe, il y a pas mal d'Italiens. Et puis t'as les enfants aussi, avec l'école, qui te permettent... Oui, mais c'est le lycée français. Donc ça reste français. C'est toujours des Français à la fin. Non, il y a des couples mixtes, c'est là où l'ouverture. Et puis quand tu travailles, pour le coup, là, tu fais des rencontres. Ouais. Ça, c'est sympa, de travailler avec des gens d'autres cultures. T'apprends beaucoup aussi. C'est pas facile, hein. Mais... c'était vraiment la chose qui t'a le plus étonné justement quand t'es arrivé dans une boîte en local, et en l'occurrence c'était Gucci, mais tu dis oula. Ah oui, non mais j'adore parce que je pense que c'était probablement la plus internationale boîte possible où je pouvais tomber, et puis c'est quand même le choc des cultures. Déjà, il y a quand même plein de rituels au Japon, donc les formules de politesse. Voilà, quand les gens s'en vont le soir, c'est merci pour le bon travail. Enfin, c'est des phrases toutes faites, mais voilà, ils disent ça. Donc c'est assez marrant. Moi, j'avais des copains qui me racontaient que quand ils arrivaient le matin, déjà ils chantaient l'hymne, et puis ils enlevaient leurs chaussures parce que au Japon, t'enlèves tes chaussures. Comme nous, chez Gucci, c'était pas comme ça. Mais donc, non, mais tout est différent. Et puis c'est vrai que en Asie, il n'y a pas ce côté... Je pense qu'en France, comme aux États-Unis, on a beaucoup évolué sur la façon dont on interagit avec les équipes. On fait attention, on leur dit pas n'importe quoi. Il y a des choses qui se disent plus. Là-bas, ils n'ont pas quand même encore ce filtre-là. Donc parfois, il y a quelques situations un peu bizarres. Un peu bizarres, ouais. Où ta boss dit quelque chose à quelqu'un de ton équipe et tu te dis « Ouh là, oui, c'est assez bizarre, mais bon, ça se fait. » Donc voilà, c'est quand même assez différent. Devant toi, il y a 2 téléphones. Il y a un téléphone noir qui nous renvoie dans les années 2000 et un téléphone jaune qui nous propulse dans l'avenir. Lequel as-tu envie de décrocher? Ouais, j'ai décroché le noir. Vas-y. Bonjour, je passe te prendre demain pour un voyage dans le passé et te ramener en l'an 2000. Réfléchis bien à ce que tu aimerais pouvoir changer. Une intervention dans le passé pourrait provoquer une véritable rupture du continuum espace-temps. C'est une bonne question, ça.
2000, déjà, j'étais où? Je me souviens pas, 2000, c'était une année importante. Ouais. Ouais, mais j'avais pas encore d'enfant. Je venais de rentrer chez Louis Vuitton. S'il y a peut-être une chose que je changerais, parce qu'en fait, moi, je suis pas trop. Je me dis toujours, même si c'était peut-être pas le chemin parfait, il y avait peut-être besoin de passer par là pour arriver où on est aujourd'hui. Donc, fondamentalement, je changerais pas grand-chose. Mais je me souviens qu'on avait eu l'opportunité de partir en Australie. Parce qu'en fait, c'était vraiment un projet qu'on avait depuis longtemps de partir à l'étranger. Et puis, finalement, ça s'est fait beaucoup plus tard. Mais on avait eu une proposition. Et en fait, c'était tellement loin qu'on a eu un peu la trouille, quoi. On s'est dit, finalement, on n'y va pas. Et en fait, après, j'ai quand même regretté assez longtemps. C'est pour ça qu'on est parti beaucoup plus tard. Alors, on l'a quand même fait différemment. Mais j'ai un peu ce regret parce que je pense que partir à 25 ans, quand t'as pas d'enfant et tout, ça aurait quand même été plus simple. Et puis l'Australie, c'est quand même un pays de dingue. Et tu as peut-être fait toute ta vie en Australie. Peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas. Et pas Edoki. Voilà. Donc, Peut-être j'aurais fait d'autres choses. T'aurais peut-être d'autres choses. Mais je ne sais pas. Donc voilà, c'est une petite chose. Mais... Carte blanche pour 40 nuances de Next. Je te laisse le micro, Gaëlle, pour le sujet de ton choix pendant 2 minutes que tu veux défendre. Coup de cœur, coup de gueule, ce que tu veux. Moi, j'avais envie de... C'était plutôt un merci, parce que je trouve que vraiment de montrer les différentes facettes de l'entrepreneuriat, ce que vous faites, c'est vraiment génial, parce que c'est vrai qu'il y a des entrepreneurs qui sont plus visibles, et moi, je les suis et je m'en inspire, et j'écoute aussi les podcasts, et voilà, je suis admirative, mais je trouve que c'est important quand même de dire que il y a plein de façons d'entreprendre, ce qu'on disait tout à l'heure d'ailleurs, il y a des gens qui ouvrent un commerce, des gens qui ouvrent un restaurant, des gens qui font des boîtes qui lèvent pas 100 millions, qui lèvent peut-être rien, et qui peuvent faire une grosse boîte ou une petite boîte. Et en fait, je trouve que c'est important quand même de dire que il n'y a pas un seul chemin. Et puis il y a toujours 2 versions de l'histoire. Donc évidemment... ça donne envie quand on voit, je sais pas, les licornes françaises, on a envie de faire comme eux, mais peut-être que ça correspond pas à tous les projets, à toutes les personnes. Et typiquement, moi, parce que j'ai eu une discussion il y a pas longtemps avec un investisseur et on parlait de ça, mais lui, il comprenait pas. Je lui disais, mais moi, en fait, c'est du luxe que je fais, donc je veux mettre de la tech, je veux passer à l'échelle, mais je vais pas faire 500 millions de chiffre d'affaires. En fait, c'est pas réaliste, d'abord, et puis en plus, ça me correspond pas du tout, donc... Et lui, voilà, ça rentrait pas dans ses cases. Ah ben, ça rentrait pas dans ses cases. Et puis, il s'est dit, ok, encore une fille de 50 ans qui veut faire son lifestyle business, voilà. Mais... Et c'est pas ça, non. Il y a de l'ambition, mais une ambition qui est réaliste, qui me correspond. Et j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Et je pense qu'il y a plein de gens comme ça qui se disent, il faut que l'idée soit parfaite, il faut que je trouve l'idée parfaite pour... J'aimerais bien monter une boîte, mais j'ai pas l'idée. Mais en fait, c'est pas grave. Tu commences d'une idée. Elle est peut-être pas parfaite. Tu rencontres des gens, tu construis ton projet, t'essayes. On sauve pas des vies non plus, donc on peut essayer, on peut faire un test, on peut commencer petit et peut-être que ça deviendra gros ou peut-être que ça ira dans une autre direction, mais du moment qu'on est en ligne en fait avec soi, je trouve que... Donc voilà, merci de recevoir différents profils d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Et ça permet de dire aux gens et aux plus jeunes peut-être, ou aux plus vieux qui veulent se lancer, parce que c'est possible. C'est possible. C'est pas réservé qu'aux jeunes. Exactement, que en fait, si tu as l'envie, il faut le faire. Comme dirait Tatiana Jama, au pire, ça marche. Au pire, ça marche, exactement. Merci en tout cas pour ce merci. Si toi, tu avais dû choisir une femme entrepreneur que tu admires, tu aurais choisi qui et pourquoi ? Alors, moi, j'ai une personne avec qui on m'a mis en contact depuis le début de ce projet et que j'admire énormément. Alors, elle a une pêche hallucinante. Donc, c'est Pauline Marmoillet qui a fondé la plateforme Cycli. Et elle, elle a un peu la même démarche, c'est-à-dire sauf qu'elle a commencé avant, mais elle s'est spécialisée sur les lunettes. Donc, elle est opticienne de formation. Elle a travaillé pour Afflelou, des grandes marques d'optique. Et puis ensuite, elle a eu des jumelles. Donc elle est plus jeune, elle a des enfants qui sont assez petits, parce que je crois qu'ils sont nés en 2018. Et elle a pris un peu de recul et elle s'est dit, moi j'ai envie de faire aussi quelque chose dans l'économie circulaire pour participer à cet impact. Et donc, voilà, Cycli, c'est la plateforme spécialisée sur les lunettes. Et un peu comme moi, je pense que la grosse différence, c'est qu'elle apporte vraiment une valeur ajoutée avec des produits qui circulent par son atelier, son entrepôt, et où elle peut mettre, par exemple, des verres correcteurs. Donc, vous recevez vraiment des lunettes comme neuves.
Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont 50 paires de lunettes dans leur placard. Donc, il faut lui envoyer. Et puis ensuite... Cycli. On le mettra dans la desk. Oui. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je voulais te poser une question que je ne t'ai pas posée, mais que je vais te la poser maintenant, parce qu'il n'est pas trop tard. Les micros ne sont pas coupés. Toi, l'économie circulaire, la seconde main dans ta vie de tous les jours, Alors, la vie de ta famille. Ouais, alors moi, à titre perso, depuis que je suis à Hong Kong, en fait, j'achète peut-être pas 100%, mais vraiment 90% de mes vêtements en seconde main. Sur des plateformes, alors peut-être quand tu étais au Japon, Oui. dans des magasins spécialisés de certaines marques, etc. Ouais, alors les plateformes, mais aussi le retail. En fait, j'essaye toujours là où je suis de trouver. Maintenant qu'au Japon, j'avais beaucoup de choix, mais à Barcelone, j'en ai un peu moins, mais j'ai trouvé une ou deux boutiques qui font des trucs super, avec vraiment des acheteurs aussi qui sélectionnent, avec des super offres. Donc ça, vraiment, ça me fait plus plaisir d'acheter là que d'acheter neuf. Après, de temps en temps, on m'offre un cadeau, donc je ne le refuse pas. Mais, et surtout, même si j'achète neuf, j'essaye d'acheter des choses durables. Donc ça, c'est pour moi. Après, pour mes enfants, c'est plus difficile. Mais ça y est, je crois qu'ils y sont maintenant. Mais il y a eu toute une période où je trouvais qu'ils étaient quand même pas mal dans la consommation, H&M. J'ai réussi à éviter Shein. Oui, Chine, oui. Il y a eu des velléités. Puis moi, je les ai vraiment fait réfléchir. Je leur ai dit, mais les filles, si vous achetez un produit à 4 €, ça veut dire quand même au bout de la chaîne, il y a quelqu'un qui n'a pas la sécu. Ça, c'est pas possible. Oui. Donc, on l'a fait qu'une fois. Et elles l'ont pas refait. Et maintenant, ma plus jeune, elle achète vraiment beaucoup en seconde main. Donc, je trouve ça... Alors, c'est peut-être pas 100% de son placard, parce qu'elle a un grand placard, mais la moitié, je pense. Donc, c'est beaucoup ça. Et puis là, j'ai eu un peu... C'est marrant parce que j'avais pas tant pensé que ça avant sur le reconditionné. Oui. En fait, alors que je les suis, Black Market, Underdog et tout, j'adore. En termes de business, je les suis, mais je n'avais pas forcément le réflexe d'acheter pour moi. Donc maintenant, ça y est, je suis là-dedans aussi pour les objets du quotidien. Pourquoi acheter neuf, finalement? Et puis, j'essaye surtout de pas... Enfin, déjà, j'essaye de moins acheter, globalement. Donc, Et tes enfants arrivent à suivre cette mouvance ou ils sont un peu réfractaires? Ils sont pas réfractaires. Ils étaient réfractaires. Parce que, surtout que j'ai eu une période où fallait pas de bouteilles plastiques, pas de sacs plastiques, pas de... Bon, bref, à un moment, ils m'ont dit, maman, là, c'est plus possible. Ils ont fait une manif. Il n'y avait plus que des gâteaux faits maison. Bon, enfin, bref. Donc, ils ont dit, non, on veut des BN. On veut des bons vieux BN. Mais maintenant, je crois qu'ils comprennent. Ils ont grandi. Il y a quand même une période où je trouve qu'ils ne sont pas si climato-sceptiques que ça, quand même. Quand Ils ne sont pas non plus 14, totalement dans l'éco-anxiété. Non, je trouve pas. Donc, oui, non, c'est plutôt ça, en fait. Donc, non, mais là, ça commence, plus grand. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions, Gaëlle. Donc, tu es la fondatrice de WePrecious. Et donc, si vous avez des bagues, bracelets, enfin des bijoux de joaillerie qui sont au coffre, qui dorment, peut-être que c'est le bon moment de te contacter pour les revendre. Eh bien, exactement. Merci beaucoup, Solène. À bientôt. À bientôt. Feuille blanche. 40 nuances de Sista.